Bonjour à tous. Aujourd'hui j'ai un petit constat à faire. Jusque-là, je n'ai chroniqué que des films américains ou français, et pour ce qui est des films français, c'était uniquement des comédies. Et par chance, il existe quand même une petite perle, J'en veux pas de tes perles, voilà. une petite perle donc, de nanar cinéma fantastique français, j'ai nommé Bloody Mallory. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour y aller? Eh ben c'est parti. Chut! Ça commence. Quand on visualise le cinéma français, c'est pas immédiatement le fantastique qui vient à l'esprit. On pense aux comédies populaires, on pense à la nouvelle vague, on pense aux films expérimentaux. Pourtant, le fantastique est bien là, dès le début, comme l'élève timide de la classe qui ose pas se manifester, qui fait pas beaucoup parler de lui. On le trouve dès les balbutiements du cinéma au début des années 1900, avec par exemple Georges Méliès et son Royaume des Fées. Puis ce cinéma expérimental bascule vers la poésie, notamment avec Jean Cocteau au début des années 30, avec le premier film d'une trilogie sur Orphée, puis dans les années 40 où il s'intéresse au conte La Belle et la Bête avec Jean Marais. Hormis quelques rares bons films au scénario original comme La Main du Diable de Maurice Tourneur en 1943, l'adaptation des contes se démocratisera un petit peu plus en France avec l'avènement de longs métrages d'animation de Walt Disney, et on trouvera d'autres tentatives d'adaptation française de contes, notamment par Pierre Badel qui propose en 1954 sa version de La Belle au Bois dormant. Les années 50 sont effectivement à mon sens un tournant dans l'histoire du cinéma français fantastique. À partir de là, le fantastique en France deviendra moins une affaire de création qu'une affaire de mode, qu'il convient de suivre pour tenter d'exister face aux mastodontes de Hollywood ou de la Hammer qui émerge à cette époque et qui insuffle l'horreur et les créatures gothiques au vestiaire de l'imaginaire. Dans les exemples les plus frappants, on peut citer La Beauté du Diable, une relecture du mythe de Faust par René Clair en 1950, ou encore Le Testament du Docteur Cordelier, une adaptation du mythe de Dr. Jekyll et Mr. Hyde, signé en 1956 par un pourtant autre grand nom du cinéma français, Jean Renoir. C'est dans cette ambiance qu'un réalisateur français, Jean Rollin, va se faire un petit nom dans le cinéma fantastique en créant à partir de 1968 une série de films teintés de gore et d'érotisme. Les figures centrales de ces films seront surtout les vampires, comme dans Les Lèvres de sang, à ne pas confondre avec le film Les Lèvres rouges, dans lequel Delphine Seyrig joue une version vampirique de la célèbre comtesse Bathory. Les Lèvres de sang, donc, de Jean Rollin en 1974, Fascination en 1979, La Morte Vivante en 1982, jusqu'à La Fiancée de Dracula en 2002. Ces films n'ayant jamais eu de succès en salle, ils sont surtout connus d'un public underground et connaisseur. Au début des années 2000, où le cinéma hollywoodien regorge de films fantastiques avec l'avènement des effets spéciaux numériques, le petit écran américain trouve une recette pour réconcilier le fantastique avec un jeune public réputé impressionnable et diffuse avec succès des séries comme Buffy contre les vampires ou Charmed. Avec un léger temps de retard, les producteurs français découvrent à leur tour qu'on peut faire des films fantastiques destinés aux ados. Ils sortent quelques rares films inspirés du patrimoine télévisuel français, comme Belphégor le fantôme du Louvre en 2001 ou Vidocq la même année. On peut citer aussi Les Morsures de l'Aube, sorti lui aussi en 2001, une réalisation d'Antoine Decaune. Là-dessus sort en 2003 Bloody Mallory, réalisé par Julien Magnat, un film considéré, à tort selon moi, comme un des pires films français. Dans ce film, Olivia Bonamy n'est pas toujours au top du jeu d'acteur. Dans moins de 24 heures, sa photo sera à la une de tous les journaux. Je suis la seule à pouvoir le retrouver. On a quelques dialogues de pur remplissage dont on pouvait se passer. Ok, maintenant on cherche la sortie. La petite glissade de Laurent Spielvogel, qui joue le pape, qui arrivait à être crédible tout du long, et qui bascule vers le cabotinage sur la fin. J'ai perdu une bataille, mais pas la guerre, Mallory. Et quelques vannes foireuses, il y en a peu, mais il y en a. L'attaché de presse. J'aurais dû m'en douter, c'est bien un métier où il faut se sucer pour réussir. Alors, si j'ai terminé de vous parler du contexte en évoquant les séries télé, c'est parce que le réalisateur de ce film, Julien Magnat, a évoqué s'être inspiré en particulier de Buffy pour les scènes de combat, ainsi que pour le bestiaire fantastique qui peuple le film. D'ailleurs, petite parenthèse, j'ai chroniqué essentiellement jusqu'ici des films fauchés, parce qu'il faut avouer que c'est ce qui fait essentiellement la saveur d'un nanar, mais ce film, il faut l'avouer, réussit l'exploit d'être un nanar, alors qu'il dispose pourtant d'un budget conséquent. Bref. Donc ce film a des moyens, et le budget maquillage a été utilisé à bon escient puisque les créatures sont très réussies, de même que le look global de tous les personnages. En effet, les personnages principaux ont une apparence très bigarrée,
avec des tenues et des coiffures colorées qu'a voulu le réalisateur, puisqu'il souhaitait de cette manière rendre hommage aux animés japonais. En effet, dans ces fictions japonaises, il n'est pas rare de trouver des personnages aux cheveux très flashy, de même dans notre film, où les personnages ont les cheveux de couleur rouge, bleu, violet ou orange. Et pour aller plus loin dans l'hommage à la fiction japonaise, Julien Magna a confié la bande originale du film à Kenji. Pour oublier. Toi, ta gueule! Non, je crois pas, non, pas ce Kenji là. Il s'agit de Kenji Kawai, un compositeur japonais à qui on doit, pour ceux d'entre nous qui ont grandi avec le Club Dorothée, les musiques des dessins animés Ranma 1/2 et Juliette Je t'aime, en excluant les génériques qu'on connaît puisqu'ils ont été francisés. On lui doit également, pour ceux d'entre nous qui avons grandi avec des goûts un peu plus sûrs, la bande originale du film Ghost in the Shell, l'original de 1995, ou encore les musiques oppressantes de Ring et Ring 2, là aussi les films originaux japonais, qui seront ensuite repris par Hollywood. Pour parfaire la référence à la culture populaire japonaise, Magna nous offre une séquence qui reprend typiquement les codes des animés japonais en matière de scènes de combat, comme je vous laisse en juger par vous-même. On peut noter aussi les emprunts au code visuel typique des films d'aventure comme Indiana Jones, comme dans cette séquence où les héros sont aux prises avec un piège mécanique. Bravo. Mieux à mieux. Ça fait combien de pouces elle se pète chaque mission? Sans parler des éléments visuels qui découlent de la thématique de la quête, avec les cartes, les éléments bibliques, etc. En plus, l'un des personnages s'appelle Père Carras, en référence au personnage emblématique de l'Exorciste. Pour finir d'assurer une ambiance sombre au film, on entend par moments des morceaux interprétés par Diamanda Galas. C'est une chanteuse lyrique gothique, connue pour ses albums à l'ambiance glauque. L'un de ses albums, d'ailleurs, sorti en 1993, s'appelle Venakava, qui est également le nom du personnage de drag queen interprété par Jeff Riguier dans ce film. Une présence qui est à saluer en 2002, puisqu'elle fait figure d'avant-garde de nos jours où la RuPaul's Drag Race est un succès d'audience et un programme populaire. Nous, en France, on avait comme seul point de repère le personnage de Zaza Napoli, interprété par Michel Serrault dans les lointaines années 70 ou 80. Ce personnage, même s'il est très drôle, enferme, il faut le dire, la communauté LGBT dans un cliché qu'il était temps de dépoussiérer. Venakava, donc, est une proposition très intéressante de drag queen badass, reine des explosifs, qui change du cliché du travesti queenant et gesticulant. Oh, le saut! C'est le premier point fort de ce casting, et j'aimerais poursuivre en évoquant deux actrices que j'aime beaucoup. Valentina Vargas interprète Lady Valentine, une aristocrate vampire que la décapitation en 1789 n'a pas réussi à tuer. Elle a démarré sa carrière dans Le Nom de la Rose de Jean-Jacques Hano ou Le Grand Bleu de Luc Besson, mais c'est surtout son rôle d'Angélique dans Hellraiser 4 qui l'a rendue populaire et qui m'a fait aimer cette actrice. J'aimerais, également, souligner la présence de Sophie Tellier, un nom très peu connu mais que vous avez peut-être vu dans de célèbres clips de Mylène Farmer, comme Libertine ou Pourvu qu'elle soit douce, où elle joue une courtisane, mais aussi dans Tristana, où elle joue l'effrayante Tsarine, dans une relecture de Blanche-Neige qui se déroule dans la Russie de Lénine. Un peu plus récemment, on l'a vu dans J'ai faim, où elle joue la sœur de Catherine Jacob. Méconnaissable dans Bloody Mallory, elle joue Morphine, un démon succube à la gestuelle gracieuse, ce qui la rend d'autant plus effrayante. Bloody Mallory est le premier film de Julien Magna, qui était d'abord critique à la revue L'Écran Fantastique. Par la suite, il n'a réalisé qu'un autre film, en 2011 à Hollywood, Faces, avec Mila Jovovich et Julianne Mekman. Encore aujourd'hui, le cinéma fantastique a encore du mal à trouver sa place. S'il n'y a aucun exemple frappant de film purement fantastique depuis Bloody Mallory, le fantastique en France trouve son public, à condition de s'hybrider, notamment avec le film d'horreur, qui lui fédère son public. Ça peut donner des films très réussis, comme par exemple Livide de Maury Bustilleux, sorti en 2011, dans lequel une jeune fille est aux prises avec une vampire endormie depuis des années. Je vous le conseille, il fait partie de mes films d'horreur favoris. Le fantastique en France a pu s'hybrider également avec le thriller ou le film psychologique pour devenir un moyen et non une fin, comme dans le film Ne te retourne pas en 2009 de Marina Devan. Dans ce film, Sophie Marceau constate que tout ce qui l'entoure, y compris le visage de ses proches, se transforme progressivement. Un film que je vous recommande aussi, bien barré. Avant tout, je vous recommande ce cher Bloody Mallory, qui n'a pas tant mérité que ça son étiquette de mauvais film. Voyez-le, il en vaut vraiment la peine.
Voilà pour cette chronique, et pour finir de vous convaincre, je vous laisse avec cet extrait culte du film. À quoi ce sarcophage peut servir? À votre avis, à me torturer et à me sacrifier à je ne sais quelle divinité païenne. Ziotte! Oh! Seigneur miséricordieux, n'y avait-il donc personne d'autre pour me venir en aide? Mais dépêchez-vous donc un peu! Je suis presque! Ah, tout de même! Oh! Mais que fait ici cette créature transsexuelle? Va des rétros, pécheresse! C'est vous qui vous promenez en robe blanche, Mother Superior. Oh! Oh! Ok, on retrouve le village. Mais une fois là-bas, comment on en ressort? Un problème à la fois. Pas de garde. Tout ça me semble bien trop facile. Vena, reste sur tes gardes.